Mesdames et messieurs, avant de continuer, on va vous faire écouter ici un peu une vidéo du passé, mais qui est un passé récent, où Nadi Bamba voulait assimiler le régime du RHDP à un régime de dictateurs sanguinaires. Eux qui sont portés si facilement à la comparaison. Eux qui voudraient voir le malheur là où il n'est rien. On va comparer leur régime avec notre régime à travers les propos du ministre Amadou Koulibaly. Et vous allez écouter, et c'est en français facile, tout le monde comprend. Et donc je vais mettre ça pour que vous écoutiez. J'ai assisté à une mise en scène pathétique des plus ridicules où, actualité faisant, on a réuni un parterre de personnes, dont la maman d'un influenceur, un avocat et la femme de l'ancien chef d'État, Laurent Gbagbo, avec pour idée de faire passer le régime pour un régime dictatorial, un régime policier. Pour ceux qui ne connaissent pas hier, quand ils entendent ça, ils peuvent dire « Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui sont en prison. » Mais je veux rappeler que hier, quand on t'arrêtait, on trouvait ton cadavre sur la route d'Alépé ou bien alors au bord de la forêt du Banco. C'est ça la vérité. C'est ça une dictature. Je mets quiconque au défi de dire qui, dans notre pays, après avoir été interpellé par les forces de l'ordre, c'est son cadavre qu'on a retrouvé sur la route d'Alépé ou bien alors au bord de la forêt du Banco. Personne. Tant que les gens sont en vie, on peut tout corriger. Tu fais la prison, un jour tu sors. Croyez que les parents de Guy Robert n'auraient pas aimé qu'ils soient en prison, abattus comme un animal au bord de la route. C'était tout près de nous. Général, ancien chef d'État. Aucun respect pour la vie humaine. Je peux citer le frère de Dakouri. Je peux citer H. Kamara. Émile, Jean-Marc Badolo, Souleymane Koulibaly Babou, le secrétaire du président, le capitaine Dosso Abouakari, son aide de camp, capitaine Fabien Koulibaly, aide de camp du général Gueye, tous ont été abattus. Si on les avait arrêtés, on les avait condamnés, un jour ou l'autre, ils allaient purger leur peine, ils allaient sortir. Vous avez passé le temps à tuer. Aujourd'hui, on vous arrête, on vous trouve à la Baka. Oui, c'est un régime dictatorial. Eux, ils savent c'est quoi la dictature, parce que c'est ce qu'ils nous ont fait vivre. On pouvait même pas se réunir. Eux, ils se réunissent tous les jours. Yaya, une nuit, ils étaient ici en réunion au siège. Quelqu'un du quartier a appelé la police. Ils sont venus les ramasser tous pour les envoyer au commissariat de Williamsville, qu'ils sont en train de préparer un coup d'État autour d'une tasse de thé. Thé d'ara que vous préparez coup d'État. On a vécu ça ici. Et donc, vous voyez, ça fait mal quand des gens qui n'ont aucun respect pour la vie humaine, qui ont passé le temps à tuer, veulent faire passer un régime respectueux de la vie humaine, qui arrête des gens de façon régulière, qui fait des procédures judiciaires, qui, au bout, relaxe ou condamne de vouloir les faire passer pour une dictature. Mais vous n'avez donné aucune chance à personne. Aucune chance. Dès qu'on te prend, c'est ton cadavre, on voit. Je répète ici, je les mets au défi de dire qui a été arrêté, et puis c'est son cadavre qu'on a trouvé dans une brousse, dans une rue, ou bien alors au bord de la forêt du Banco, ou sous la route d'Alépé, parce que c'est là-bas qu'ils avaient l'habitude de jeter le corps. J'ai parlé du capitaine Dosso, mais il y a le colonel Dosso, le colonel-major Dosso, arrêté, dont on a trouvé le corps également, bon, donc, de l'autoroute du Nord. Nous sommes véritablement un état de droit. Ils peuvent fantasmer tout ce qu'ils veulent, mais en même temps, dans l'état de droit là, tu dois respecter les textes. Si tu les respectes pas, tu subis la rigueur de la loi. Et la loi sous le président Ouattara n'est pas expéditive. Ce n'est pas une loi où on exécute les gens sans les juger. Non, tu fais une procédure judiciaire. Si tu as tort, tu es condamné. Si on t'a accusé à tort, tu es relaxé. C'est cela l'état de droit. Donc Et donc, mesdames et messieurs, pour ceux qui ont écouté ça, quand on voit ces plaisantins aujourd'hui venir dire qu'eux sont dans la dictature, allez d'abord ramener à la vie les parents des gens à qui vous avez arraché la vie. Et les exemples sont tellement légion. Et leur spécialité, je parle de Laurent Gbagbo et de son régime de pourri, leur spécialité du 26 octobre 2000 jusqu'au 11 avril 2011, c'est d'avoir créé 4 millions d'emplois. Ah oui, ils ont réussi à créer 4 millions d'emplois. Et ça fait partie de leurs exploits.
Et donc, si un jour des gosses sont en train de discuter et ils disent qu'il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire, là, dites-leur que voilà le travail que Gbagbo a créé. Je crois qu'aujourd'hui, c'est parce que la jeunesse n'a pas d'emploi que certains jeunes peuvent se laisser distraire par des démagogues, qu'on peut leur donner quelques fusils et puis aller faire des guerres civiles. Et il faut mettre fin à ça. Et c'était lui-même le démagogue là. Un démagogue là, c'est quelqu'un qui utilise un discours qui est faux pour tromper les gens. C'est un VI. Lui-même là, c'est lui-même qui est le vieux père des repéros. Donc il parle de lui-même sans savoir. Et quand il est venu au pouvoir là, les jeunes qui lui ont fait confiance, des mineurs, leur âge variait entre 14 ans et 20 ans. Gbagbo les a pris, les a transformés en miliciens. Il y avait plus de 4 millions comme ça. C'est le métier que lui a trouvé pour leur donner. Ils sont à nouveau dans la rue. Depuis 2 jours, les patriotes, les partisans du président Laurent Gbagbo paralysent Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. À chaque fois qu'il sent son pouvoir affaibli, Gbagbo fait descendre ses partisans dans la rue. Ce soir, la situation. Et chaque fois que son pouvoir était menacé, qu'est-ce qu'il fait? Il fait descendre ces chiens-là dans la rue, 4 millions de chiens dans la rue, pour aboyer et mordre les gens. Ça là, c'était le métier qu'il avait trouvé pour ces jeunes-là comme ça. Pendant plus de 10 ans. Donc dites au gore que voilà les 4 millions que Laurent Gbagbo d'emploi qu'il a créé là, c'est ça qui est là. Et après maintenant, on va voir s'ils vont trouver à dire que le régime actuel a créé des emplois ou pas. On va comparer la qualité des emplois que eux ils ont offert à 4 millions de jeunes et la qualité de l'emploi que nous on a offert aujourd'hui aux jeunes d'aujourd'hui. Reste très tendu. Ils sont venus de Yopougon, Tréville ou Cocody. Tous les quartiers d'Abidjan sont représentés. Vous entendez, non? Et là, ils les prenaient dans tous les quartiers d'Abidjan. Ils vont prendre enfant des gens. Le travail qu'ils trouvent là, c'était de faire des miliciens, des chiens de guerre, mais surtout des adolescents, des mineurs. On les prend, on fait des armes de guerre. C'est ça le métier que Laurent Gbagbo a fait sur plus de 11 ans de gestion du pouvoir. Ils ont entre 14 et 20 ans. Ce sont les derniers recrues du mouvement des jeunes patriotes de Laurent Gbagbo. Avec les moyens que nous avons, maintenant, nous sommes prêts. Et ça, vous voyez, c'est Magui le Toka qui parle comme ça. Et tellement lui-même ivoirien, quand on lui demande là, actuellement là, il y a combien d'Ivoiriens à son temps là qui n'ont pas de travail? Écoutez très bien ce qu'il dit. Il y a beaucoup de jeunes qui ont accès à l'emploi. 4 millions. Il y a 4 millions à l'âme. Oui, il y a 4 millions de jeunes qui devraient avoir un emploi et qui n'ont pas d'emploi. Regardez, tellement ivoirien, il y a 4 millions de jeunes qui devraient avoir des emplois qui n'ont pas d'emploi. Toujours, je suis en train de, ils devraient, où on va faire ceci. C'est ceux-là qui vont venir l'ouvrir pour demander qu'il n'y a pas de travail pour les Ivoiriens. De 2 choses, il va devoir choisir l'une. Soit ils ont milicisé la jeunesse, sans espoir, ou il n'a rien créé. En réalité, Laurent Gbagbo n'a même pas créé même un boulot pour qui que ce soit. Et donc là, pour accélérer le processus de dégradation de ces jeunes gens-là, il a trouvé qu'il était mieux de les offrir à la mort. Et c'est pourquoi il en faisait des miliciens, des chairs à canon, pour accélérer le processus de leur dégradation physique. Je ne parlerai même pas de mort. Parce qu'il fallait être quelqu'un qui n'a même pas besoin de sa propre vie et qui ne donne pas d'importance à sa propre vie pour pouvoir se lancer dans une telle aventure honteuse et humiliante. Et c'est eux aujourd'hui qui vont venir s'arrêter pour vouloir jouer les moralisateurs. Donc chaque fois qu'ils vous disent que le régime actuel ne crée pas d'emploi, là, allez vous prenez la vidéo là, vous leur montrez, vous leur dites, voilà le métier que Gbagbo offrait aux jeunes gens miliciens. Mais en réalité là, pourquoi il leur offrait le métier de miliciens? Parce qu'il n'a même pas créé un boulot. Les 4 millions de jeunes qui étaient en train de vadrouiller là, il a été incapable de créer des boulots. Donc pour les donner à la mort rapidement là, il les offrait en tant que miliciens. C'est ce même Laurent Gbagbo. En 2010, on va vous parler un peu comment il a fait pour pouvoir voler le pouvoir à Alassane Ouattara. Et l'article que je vais vous lire date du 18 décembre 2010. C'est le journaliste de Jeune Afrique qui s'appelle François Soudan qui a écrit cet article-là. Moi, je vais expliquer un peu.
Le premier paragraphe, il explique que Laurent Gbagbo n'a jamais envisagé sa défaite. Battu dans les urnes, dos au mur, il s'est retrouvé sans plan B, si ce n'est le passage en force. Récit exclusif. Quand Laurent Gbagbo a perdu les élections au deuxième tour en 2010, là, est-ce que vous ne vous souvenez pas, on gagne ou on gagne? Ça veut dire, quel que soit ce qui va se faire là, eux vont brigander pour prendre les résultats et puis eux là, ils vont se déclarer vainqueurs. Mais ce que vous ne savez pas, ce sont les détails là, je vais vous en donner aujourd'hui. Les hommes de pouvoir n'ont de secret, ni pour leur valet de chambre, ni pour leur graphologue. Ceux qui pensaient que Laurent Gbagbo allait se soumettre au verdict des urnes et qui s'étonnent de le voir 15 jours plus tard, vissé à son fauteuil présidentiel, comme une huître à son rocher, submergé par la marée des condamnations internationales, en seraient moins surpris s'ils avaient en tête cette analyse graphologique réalisée il y a 4 ans sur la base d'un manuscrit échappé du palais de Cocody. Donc le journaliste François Soudan de Jeune Afrique nous dit que le jour où il a écrit cet article-là, c'était le 18 décembre 2010, que mais, aujourd'hui 18 décembre 2010, là, si tu veux comprendre pourquoi Laurent Gbagbo, il avait décidé que même s'il avait perdu le pouvoir, il n'allait pas laisser le pouvoir là, qu'il fallait retourner 4 ans en arrière, c'est-à-dire en 2006. Il dit, un jour là, eux, ils ont pu avoir accès à des documents secrets qui sont sortis du palais de Laurent Gbagbo à Cocody. Et ils ont eu des documents, des manuscrits qui ont échappé du palais de Cocody. Et eux, ils ont eu des informations secrètes là-bas. Ça veut dire, depuis 2006, là, ils avaient compris, Laurent Gbagbo avait déjà commencé à mettre en place toutes les mesures et tous les plans pour s'accaparer du pouvoir en tant qu'un dictateur, pour ne pas laisser le pouvoir. Et qu'est-ce que le document dit par exemple? Il y est question d'un homme qui s'identifie complètement à son personnage sans se dévoiler, pour autant à titre personnel, qui répond aux doutes par l'attaque et l'orgueil sur qui l'affectif et la sensibilité n'ont pas de prise, qui ne s'avoue jamais vaincu, qui joue sur son autoritarisme et son besoin de puissance, dont l'ego et la détermination composent une personnalité de style paranoïaque, avec un mode de conduite à la fois profondément structuré et définitivement inamovible. Se ment-il à lui-même, lui qui entretient avec la vérité un rapport fluctuant, maintes fois dénoncé par ses adversaires et ses partenaires? Rien n'est moins sûr. Mais, même s'il sait que ses probabilités de survie au pouvoir sont à terme totalement hypothétiques, cette posture de Laurent Gbagbo contre le monde entier est sans doute celle où il puise le plus de ressources intimes. Donc, dans ce document-là, c'était un document secret. Il se fait passer pour un dieu sur la terre. Laurent Gbagbo se donne un rôle dans un autoritarisme, dans un fascisme, son besoin de posséder la puissance, son ego et sa paranoïa de perdre le pouvoir. Si Laurent Gbagbo n'est pas au pouvoir, la Côte d'Ivoire est perdue. Si Laurent Gbagbo quitte le pouvoir, les Ivoiriens vont disparaître. Sans Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire ne peut pas être quelque chose. Or, celui qui pensait à tout ça, oubliait que lui-même là, son rapport à la vérité, lui-même il n'accepte pas la vérité. Pour se cacher ses propres incapacités, il a enflé son propre ego. Il s'est enflé d'orgueil dans son propre mensonge. Lui que les gens appelaient le boulanger, parce que n'étant pas du tout sérieux et n'aimant pas du tout la vérité. Et Laurent Gbagbo est même allé jusqu'à dire que c'est lui seul qui a raison contre le monde entier. Quelqu'un qui a raison contre le monde entier, en fait, c'est quelqu'un qui vit dans son propre monde. Dos au mur,
Réapparaît alors Laurent Gbagbo. L'opposant persuadé d'incarner un nouvel ordre et la seconde indépendance. La seule, la vraie de la Côte d'Ivoire. Gbagbo le nationaliste, contraint comme il le dit de faire la révolution de 1789 sous le contrôle d'Amnesty International et qui face aux candidats entre parenthèses de l'étranger, aux blindés des blancs de l'ONU et aux injonctions de la communauté internationale, clame que son pays n'est pas reconnaissable. Et donc, qu'est-ce que Laurent Gbagbo va faire? Il va faire entourer son pouvoir par des individus vulgaires qu'ils appelaient les jeunes patriotes, des miliciens, des désœuvrés. Et comme ça, il va créer des agoras pour brutaliser mentalement et ensauvager ces personnes-là en leur disant « Laurent Gbagbo, c'est lui le vrai Ivoirien. Laurent Gbagbo, la première indépendance que vous faites faire là, c'était pas une bonne indépendance. C'est Laurent Gbagbo maintenant là qui va faire la vraie indépendance de la Côte d'Ivoire. Et ça sera ça la vraie indépendance de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo était nationaliste. C'est Laurent Gbagbo, comme en France là, en 1789 là. C'est Laurent Gbagbo qui va faire la révolution contre le candidat de l'étranger. C'est Laurent Gbagbo seul là, Dieu l'a investi. Dieu lui a donné une puissance. C'est lui qui va lutter contre les chars de l'ONU. C'est lui seul là qui peut lutter contre la communauté internationale. Et avec Laurent Gbagbo là, on va pas recoloniser la Côte d'Ivoire. Je vous ai bien dit qu'on est en train de vous parler de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et cette Côte d'Ivoire dont nous vous parlions là, si vous avez vu, j'ai joué 2 vidéos là, c'est pour vous montrer les faits. Cette Côte d'Ivoire là, quand tu réfléchis, mais tu donnais ton avis, tu mourais. On t'assassinait. Il y avait les escadrons de la mort, de Laurent Gbagbo. Dans cette Côte d'Ivoire là, chaque matin quand on se levait là, les cadavres étaient au bord des routes. C'est de cette Côte d'Ivoire qu'on est en train de te parler. Et c'était la Côte d'Ivoire de l'idéal de Laurent Gbagbo et de ses partisans. C'est eux qui se sont accaparés de la Côte d'Ivoire comme un fruit et ils ont imposé leur dictature sur tous les Ivoiriens. Seplou embêté là, ça veut dire l'oiseau qui avertit du danger. Mais on peut appeler ça l'oiseau aussi qui annonce la guerre. Le mot Seplou là, c'est ce que ça veut dire. Et donc, il va se transformer en dictateur, comme Robert Mugabe. Et quand ils sont confrontés à des difficultés politiques, quand ils ont des problèmes politiques, quand ils ont des problèmes économiques, quand ils ont des problèmes de justice, parce que souvent ils vont voler les biens de leur pays, ils vont aller cacher en France, ou même dans les pays européens. Souvent ils vont avoir des problèmes de droits de l'homme, souvent même il y a des problèmes politiques. Ils utilisent donc ces arguments fallacieux de patriotisme, d'afrocentrisme, de nationalisme, alors que ce sont des concepts vides, des concepts faux, des concepts pour enflammer les cœurs des idiots qui les ont suivis dedans. Et comme ça, ceux qui ne prennent pas le temps d'analyser la politique intérieure de nos pays africains, ils vont leur donner l'opinion que, en réalité, lui, il est pour son pays. Mais allez voir le rapport de Laurent Gbagbo, quand il prend plus de 2 milliards de francs CFA qu'il donne à Chirac, on lui demande mais pourquoi, il dit c'est Chirac. Et la majorité des Ivoiriens ne se reconnaissaient plus dans ce faux discours. Pourquoi? Parce que ce que Laurent Gbagbo posait comme action, non seulement il est valérien, mais c'était, comme on le dit, Seplou, l'oiseau qui annonce la guerre et les mauvaises nouvelles. Depuis que Laurent Gbagbo, du premier jour, il a pris le pouvoir, le 26 octobre 2000, jusqu'à la fin là, ce n'était que des charniers, des cadavres, des viols, des meurtres, des massacres, des pogroms, l'immoralité, les bassesses, tout ce qui est visqueux, caverneux, gluant et tout ce qui est humiliant dans la vie. C'était ça le régime de Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens n'ont jamais connu un jour de bonheur sous le régime de cet individu. Et les rares personnes qui tiraient des bénéfices sur le sang et la souffrance des Ivoiriens, c'est ceux-là qui étaient les blés goudés avec les Nadi Bambala. Et donc,
C'est eux, les Blé Goudé, les Nadi Bamba, là, qui l'aidaient dans sa sale besogne avec les Simone Yves. Ils sont encore vivants. C'est qu'on dit là, ils n'ont qu'à venir démentir. Ceux-là, ils sont pires que le Satan. Eux tous. Vouloir dissocier l'un de l'autre là, c'est une perte de temps. Et c'est se moquer soi-même de sa propre souffrance. Le problème, évidemment, est que plus d'un Ivoirien sur deux ne se reconnaît plus dans cette démarche. Que même s'il ne s'y est résigné à contre-cœur, il a bien accepté que cette élection se tienne sous étroite observation extérieure et que la CEI, dont il prévoyait à l'avance qu'elle avaliserait une mesure inévitable mais néanmoins acceptable de fraude, en disent les résultats. Et donc en 2010, là, quand on organise les élections, là, sachez que la guerre avait commencé depuis le 19 septembre 2000. Et les Ivoiriens étaient fatigués. Et comme on savait que la base du problème, là, c'était un problème où Laurent Gbagbo ne voulait jamais aller à des élections avec des candidats dont il avait peur, à savoir Alassane Ouattara. Quand j'entends les pro-Gbagbo dire aujourd'hui, si Alassane Ouattara n'a pas peur de Gbagbo, pourquoi il ne laisse pas Gbagbo voir aux élections? Mais c'est très bête. Laurent Gbagbo était président. Lui-même, là, dans son président, là, il allait aux élections à Ouattara. Ouattara l'a battu alors qu'il était président. Maintenant qu'il n'est plus rien, là, il ne fait plus peur à quelqu'un. Le meilleur moment pour Laurent Gbagbo, où il pouvait ne pas perdre le pouvoir, c'est quand il était président. Mais l'homme qu'il a battu s'appelle Alassane Ouattara. Donc de quoi est-ce que vous voulez nous parler? Si vos cerveaux là tournent à l'envers là, nous on ne boit pas l'eau par nos narines et puis ça va sortir dans nos yeux. Donc quand vous racontez vos conneries là, allez raconter ça à des gens qui ont fait congeler leur cerveau dans WC public. Donc, fort de plus de 10 ans de guerre civile, avec toutes les atrocités que Laurent Gbagbo ne cessait de servir aux Ivoiriens, les gens se sont dit, c'est bon comme ça, on n'a qu'à aller à des élections. On sait même que tu vas tricher, mais on n'a qu'à aller, on n'a qu'à faire élection. Pourquoi on n'a qu'à avancer un peu? Parce que il n'y a pas guerre, il n'y a pas paix, on est là, les rebelles sont ici, Gbagbo est ici, là. On n'a qu'à faire élection, au moins là. Quand on va dire il y a eu élection là, même si tu triches là, on va savoir au moins qu'il y a eu élection. Grâce à l'élection là, ça va nous permettre d'avancer un peu. Voilà ce qui était dans la tête de la majorité des Ivoiriens. Et donc, c'est fort de cette situation donc, qu'en 2010, il y aura une élection. Au premier tour, tout se passe bien. C'est à partir du deuxième tour que les choses vont mal se passer. Le problème, enfin, est qu'en cas de défaite, inenvisageable aux yeux de Laurent Gbagbo, tant cette humiliation lui est insupportable, le phacochère blessé qu'il est et qu'il est devenu n'a jamais eu d'autre plan à sa disposition que le passage en force. Et qu'est-ce qu'on constate? Ils ont un discours critique, on gagne, il n'y a rien en face, c'est maïs, c'est leur Blé Goudé là qui mobilisait les miliciens pour dire, même si Laurent Gbagbo ne gagne pas là, on va tuer les Ivoiriens pour prendre la victoire, pour nous asseoir sur la tête des Ivoiriens. C'est lui, Blé Goudé là, qui diffusait ces messages-là, avec l'appui des Nadi Bamba et autres. Ils sont tous vivants, ils sont là. Hé, sorcier là, il n'y a pas son petit. Sorcier là, il n'y a pas son vieux. Le mal qu'ils font là, c'est même mal là. Serpent là, il n'y a pas son petit pour dire comme lui il est né il n'y a pas longtemps là, son venin là, ça prend pas. Ne vous amusez pas avec le mal. Le mal doit être combattu dans sa généralité. On ne peut pas combattre un mal à moitié et en même temps applaudir un autre mal. Ça, c'est l'attitude des gens qui sont en faiblesse intellectuelle et mentale. Quand tu es faible mentalement et intellectuellement, là, tu mènes toujours des combats pour obtenir des résultats à moitié. En réalité, là, que ce soit Nadi Bamba, que ce soit Gbagbo, que ce soit Blé Goudé, là, on doit les combattre ensemble. Sans état d'âme.
C'était tout un système qui entourait Gbagbo. De la même manière que lui, Blé Goudé est en train de parler de Nadi là. Si Nadi aussi se met à dire ce que lui il a fait aussi là, vous allez voir que leur objectif était le même. Tant que Gbagbo est au pouvoir, eux, ils arrivent à gagner. Eux, ils arrivent à avoir ce qu'ils veulent. Ils peuvent, la mort des Ivoiriens, ça ne leur dit rien. Les pogroms, ça ne leur dit rien. Les viols des femmes, ça ne leur dit rien. Les détournements de l'argent public, ça ne leur dit rien. Les Ivoiriens qui étaient tués et jetés au bord des routes, là, ça ne leur disait rien. Ni Blé Goudé, ni Nadi Bamba, ni Babo, ni Simone ne s'en plaignaient. Et c'était la Côte d'Ivoire de leur rêve qui était là. Mais ces conséquences que je suis en train de dire là, ces crimes là, c'est sur le dos de vos parents, chers Ivoiriens. Les personnes qui ont été assassinées, que le ministre Amadou Koulibaly a donné les noms là, est-ce que ce n'étaient pas des Ivoiriens? Est-ce que c'était seulement les gens du Nord? C'était tous ceux qui étaient opposés à leur régime. Donc c'est sur le sang des Ivoiriens. Tant que le sang des Ivoiriens pouvait couler, eux là, ça justifiait que eux ils devraient rester au pouvoir. Et en même temps, c'est ce qui leur permettait de dominer les Ivoiriens. Et ça là, c'est Nadi qui a bénéficié de ça, c'est Gbagbo qui a bénéficié de ça, c'est Sorogun qui a bénéficié de ça, c'est comment on appelle, Afi qui a bénéficié de ça, c'est Gbagbo qui a bénéficié de ça, c'est Blé Goudé qui a bénéficié de ça. Ni l'un ni l'autre ne sont mieux. Et c'est comme ça qu'ils vont aller aux élections, au deuxième tour. Ils avaient tout prévu, mais sauf le scénario Alassane Ouattara. Et quand ils vont au deuxième tour, Laurent Gbagbo, il prépare déjà les gens à travers des gens comme les Blé Goudé pour dire on gagne, on gagne. Il n'y a rien en face. C'est maïs, comme je venais de vous le dire. Et ils ont préparé toute la machine du désordre et du chaos et la destruction. Ils ont fait rentrer des Libériens. Ils ont fait rentrer les Libériens du Lima FS. Ils ont fait rentrer les mercenaires angolais. Ils ont fait rentrer les mercenaires biélorusses. Et ça là, ils ont détruit les vies des Ivoiriens. Allez demander aux gens de Yopougon, base navale, ce que les gens leur ont montré là-bas. Parce que Laurent Gbagbo n'avait pas prévu un autre plan que d'utiliser la violence brute contre les Ivoiriens pour s'imposer à eux. Comment Laurent Gbagbo a-t-il bu le calice de son Waterloo électoral? Pourquoi a-t-il décidé de s'enfermer dans son fort charbon de Cocody et de tenir tête à l'histoire? Ou jusqu'où ira-t-il? Le récit exclusif de 5 jours qui ont fait basculer la Côte d'Ivoire, vu de l'intérieur du bureau de Laurent Gbagbo et reconstitué à partir des témoignages des proches de celui-ci, éclaire d'un jour singulier la fin d'un règne lugubre et parfois surréaliste. Et donc on va diviser ici en 5 étapes. C'est-à-dire, on va commencer le dimanche 28 novembre 2010 à 23 h. Donc on va diviser ça comme ça en 5 étapes et on va venir finir avec la date du vendredi 3 décembre 2010. Et donc vous allez voir que ces 5 découpages-là vont vous faire, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et c'est très important. Partons donc au dimanche 28 novembre 2010 à 23 h. Quand les élections des deuxième tour sont réalisées, le siège de campagne de Laurent Gbagbo était à Cocody à Toban. C'est à Abidjan. Et déjà, à partir de 23 h, qu'est-ce qu'on attendait dans leur siège là-bas? Ça veut dire, on n'a même pas encore annoncé les résultats. Eux, ils disent déjà que eux, là, eux, ils ont déjà des renseignements que les gens du RHDP, là, ils ont dit aux gens que les Djoula, là, et puis les Baoulés, là, que les Baoulés vont s'ajouter aux Djoula pour voter pour Ouattara. Que c'est pas ce qui s'est passé. Le report des voix de l'électorat d'Henri Konan Bédié tourne dans le bon sens. Les chiffres, tout au moins ceux qui parviennent à Laurent Gbagbo et à son QG, donnent celui-ci en tête avec 52% des voix.
contre 48% pour Alassane Ouattara. Voyez-vous bien, lâche Laurent Gbagbo. Je savais que la greffe n'allait pas prendre. Et là, ils se nourrissent de cette fausse illusion que les Baoulés n'ont pas voté pour Ouattara, que c'est pour lui Gbagbo les gens ont voté. Et que lui, Gbagbo, lui, il a gagné 52% des voix et Alassane Ouattara est 48%. Et donc, ils ont commencé à nourrir leurs partisans avec ça. Alors que c'était faux, c'était pas vrai. Ils ont commencé à nourrir leurs partisans avec ça, pour les préparer à résister dans le faux. Mais c'est qu'eux ne savaient pas au même moment, à la même date là. Et Alassane Ouattara aussi avait son QG. Ce qu'il ignore, bien sûr, c'est qu'au même moment, son rival a en main des estimations radicalement inverses en provenance de la CEI. Et ces estimations donnaient Alassane Ouattara vainqueur à hauteur de 57%. Et que, dans sa suite du Golf Hotel, Soro Guillaume est en train de basculer. Soro qui a pourtant cru en Laurent Gbagbo avant le premier tour du 31 octobre et a même voté pour Laurent Gbagbo, a changé de camp lorsqu'il a senti la montée en puissance de Ouattara. Soro Guillaume que vous voyez là, en 2010 là, il a voté pour Laurent Gbagbo. Tous ceux qui suivaient Soro Guillaume là, et que vous entendez les noms là, et tous là, ils ont voté pour Laurent Gbagbo. Parce que le deal qu'ils avaient signé là, Gbagbo devrait reconduire Soro comme premier ministre. Donc tous les proches, je n'ai pas dit les forces nouvelles, hein, mais tous ceux qui étaient, et vous entendez que c'était des proches de Soro là, eux tous ont voté pour Laurent Gbagbo. Donc, au moment où ils sont en train d'enfler leur ventre avec le mensonge que Laurent Gbagbo a gagné 52%, que Ouattara a 48%. Là. Au même moment, dans le QG du docteur président Alassane Ouattara, les estimations qui venaient de la CEI, ça veut dire les chiffres qui venaient de la CEI, en ce moment-là, je dis très bien, parce qu'il faut qu'on soit précis, on est en train de vous parler du dimanche 28 novembre 2010 à 23 h. Les mêmes estimations qui venaient sur la base des chiffres qui sortent de la CEI, à cette date-là, donnaient Alassane Ouattara vainqueur à hauteur de 57%. Les Soro Guillaume et ses partisans avaient bel et bien voté pour Laurent Gbagbo au premier tour, au deuxième tour. Parce que la survie de Soro Guillaume, c'était qu'il soit nommé Premier ministre et qu'il continue dans ça, et ceux qui étaient avec lui vont toujours continuer à bouffer. Mais quand je vous dis souvent que Laurent Gbagbo était tellement fier de Soro Guillaume qu'il qualifiait celui-là à peine même d'être le meilleur de ses premiers ministres. Simone Gbagbo, qui a pris les rênes, a cru bon de fustiger à longueur de discours les fauteurs de guerre, les forces nouvelles, qui ont voulu éliminer son mari pour le compte de Ouattara. Or, les forces nouvelles, c'est la base et la matrice de Soro Guillaume, lequel n'a en outre pas apprécié la proclamation unilatérale du couvre-feu. Rien qu'en annonçant cela à la télévision, Gbagbo s'est tiré une balle dans le pied. Il a perdu 4 points en 5 secondes, fulmine-t-il. Ça, c'est ce qui s'est passé à la date du 28 novembre, le dimanche 28 novembre 2010, à partir de 23 h. On rentre maintenant dans la deuxième étape. Le lundi 29 novembre 2010, à 20 h. Qu'est-ce qui s'est passé? Devant ses proches, Laurent Gbagbo paraît un peu moins sûr de lui. Tout le monde à l'extérieur commente la victoire annoncée de son adversaire Alassane Ouattara. Mais nul n'ose lui en parler.
On devrait gagner, confie-t-il. Mais il y a des fraudes plus graves que ce que j'avais prévu. Un peu plus tard, Laurent Gbagbo téléphone à son voisin et facilitateur de la crise, le président du Burkina, Blaise Compaoré. Puis raconte sa conversation. Je lui ai dit, Blaise, on me signale des mouvements de troupes à nos frontières. Blaise me répond, ah bon? Quelle troupe? Alors je réponds à Blaise, tu n'es pas au courant? Blaise réfléchit, je parle de Blaise Compaoré, réfléchit un peu, et puis il me répond, oui, je vois ce que c'est. Ce sont des petites manœuvres avant la célébration de notre cinquantenaire du 11 décembre 2010 à Bobo-Dioulasso. Alors, je réponds à Blaise, tu ne pourrais pas les faire ailleurs? Ça ne m'arrange pas. Et on a rigolé. N'oubliez pas que Blaise était le facilitateur du deal que eux et puis Soro Guillaume avaient signé. Ce qu'ils appelaient l'accord de Ouaga. Mais à la date du lundi 29 novembre 2010, quand on arrive à 22 h, déjà Laurent Gbagbo dans la journée du 29 là, tous ceux qui étaient avec Laurent Gbagbo savaient qu'il avait perdu les élections. Mais il n'y a pas eu un garçon qui s'est levé pour aller lui dire, frère qui a perdu. Ils étaient tous dans n'ont pas eu le courage. C'est jusqu'à 22 h. Vous savez, il y a toujours des papatos partout. Il y a un papato qui allait à 22 h glisser à l'oreille de Gbagbo que, ah, ça là, on est assis ici là. Tu as perdu l'élection là. Soro Guillaume là, actuellement là, il est en train de chercher, il est en train de gagner en temps. On dirait qu'il va aller rejoindre Ouattara. Vous savez, la garçon a son papato aussi. C'est les femmes on accuse. Sinon, la garçon même son papato là, c'est plus dangereux même que pour les femmes là encore. Il dit, ah, on est assis là, là. C'est eux on appelle les go-between. C'est-à-dire, eux là, ils sont dans les deux camps. Eux là, ils sont avec ceux qui enterrent et puis ceux qui déterrent les cadavres. Eux, ils glissent entre les deux camps. C'est un papato comme ça là qui est venu à 22 h voir Gbagbo. Il dit, ah, tu es assis là, là. Soro Guillaume là, il est en train de te trahir. Il va te quitter pour aller dans le camp de Ouattara. Quand je suis parti chez les gens de Ouattara là, ah, ils sont en train de me dire que Soro Guillaume est en train de demander pardon, qu'il va venir s'ajouter à eux. C'est impossible, il ne peut pas. Ce serait trahir, s'exclame Laurent Gbagbo. Dites-lui de venir me voir immédiatement. 30 minutes plus tard, Soro Guillaume arrive et s'engouffre dans le bureau de Laurent Gbagbo. Rien ne flirte. Mais tout laisse à penser qu'aucun des deux hommes n'a véritablement crevé l'abcès. Donc le journaliste nous dit que eux ne savent pas ce qu'ils se sont dit là-bas. Mais une fois que Gbagbo a appris que Soro veut le trahir, les propos de Laurent Gbagbo sont là. C'est impossible, il ne peut pas. Ce serait trahir. Quand on dit tu as trahi quelqu'un, ça veut dire que vous avez signé un deal. Si tu n'as pas signé une entente avec quelqu'un, tu peux pas. La personne, un camp ne peut pas dire qu'il a été trahi. Et donc quand Laurent Gbagbo a dit, allez me chercher Soro Guillaume n'a qu'à venir, 30 minutes plus tard, Soro Guillaume est venu. Le journaliste dit ici que ce qu'ils se sont dit là, eux ne savent pas ce qu'ils se sont dit. Mais que leur affaire là, ça s'est pas bien passé. Parce que dans la vie là, il ne faut pas mentir. Ce que les gens n'ont pas dit là, moi je ne vais pas inventer. Et c'est ça qui nous fait passer au mardi 30 novembre 2010 à 19 h. Nadi Bamba, la seconde épouse de Laurent Gbagbo, n'en demeure pas. Elle a rencontré secrètement un collaborateur très proche de Soro Guillaume et en a retiré l'impression que Soro Guillaume ne va pas lâcher le camp Gbagbo. En pleurs, Nadi ajoute, ils vont arranger les choses. Allah est avec nous. Arranger, Entre nuit et brouillard, l'heure est aux intermédiaires de l'ombre.
un riche homme d'affaires de la région installé à l'hôtel Pullman, qui a ses entrées à la primature comme à la présidence, fait ainsi d'étranges propositions de compromis entre les deux hommes. Tout est négociable, répète-t-il. Et le plus étonnant est qu'il est apparemment mandaté pour le faire. Informé, Gbagbo refuse. C'est un piège. Gbagbo qui désormais hésite et semble douter. Nous sommes à 50-50, confie-t-il, mais je m'accrocherai. Sans doute pense-t-il désormais à mettre en œuvre son plan de sauvetage. Tout faire pour empêcher la CEI de proclamer les résultats et passer la main au Conseil constitutionnel. Au Golf Hotel, Soro lui ne doute plus. Avec ses proches, il choisit le nom de son futur parti. Ce sera le FND, Force Nouvelle Démocratique. Donc le 30 novembre 2010, à partir de 19h, Nadi Bamba rentre en contact avec un proche de Soro Guillaume. Ils n'ont pas donné son nom ici. Et avec ce dernier, ils décident qu'ils peuvent encore repêcher Soro Guillaume pour ne pas qu'il bascule dans le camp de Ouattara. Et Nadi, elle se met en pleurs. Hey Dieu, hey Allah, hey, hey. Mais il y a d'autres choses qu'on ne veut pas expliquer en public. Il y a d'autres choses qu'on ne veut pas expliquer en public. Quand eux-mêmes là, hey, on sait des choses. On veut que ça n'a qu'à quitter eux-mêmes dans leur bouche. Sinon, hey, il y a des choses qu'on ne va pas dire. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ça n'a pas bien pris là, il y avait un homme d'affaires qui était au Pullman Hotel. Lui, c'était un Libanais de Gbagbo. Un riche Libanais que Gbagbo a naturalisé. Lui faisait la pluie et le beau temps à Abidjan. Ils lui ont dit, tout est négociable. Tout a un prix. Vous ne vous souvenez pas quand Laurent Gbagbo dit, si j'avais su que les hommes avaient un prix, je n'aurais jamais payé autant d'armes. Il dit maintenant là, les milliards là, faut verser ça. Les milliards là, faut verser. Faut faire des propositions. Et ce homme a été envoyé par Laurent Gbagbo et son camp. Ça veut dire, quelle que soit la situation, le deal qui était entre le Soro Guillaume là, ne devrait pas se gâter. Et donc, quand ce riche homme d'affaires libanais négocie, à un moment, il revient vers Laurent Gbagbo. Il dit, ah, actuellement, où l'affaire est là, c'est 50-50. Ça veut dire, on peut encore, voilà, c'est moitié-moitié. Mais je vais m'accrocher pour voir encore si on peut financer encore, si on peut encore financer les gars pour faire tourner leur tête. Gbagbo dit maintenant au Libanais, là, il dit, tiens, l'affaire là, c'est bon comme ça. Ça là, de la manière ça a commencé par trahison là. Ça là, c'est un piège. J'avais donné déjà 500 millions à un là, au Togo là. Eux m'ont trahi, ils ont créé le commando invisible. Avec eBay. C'est Désiré Taboro même, j'ai envoyé pour aller lui remettre les 500 millions. Eux m'ont trahi. Soro Guillaume avec qui j'avais déjà signé des deals là. Soro Guillaume aujourd'hui, il était dans mon bureau hier. Lui aussi là. Ah là, c'est gâté. Nadi Bamba, elle a frappé dedans. Elle a appelé les hommes de confiance de Soro là. Elle a fait, mais c'est pas très sûr. Donc toi-même, ton affaire là, on a déjà tenté beaucoup. Hein. Tu veux essayer de me convaincre de m'accrocher. Mais vrai là, c'est bon. Ce que je vais faire maintenant là, je vais empêcher, moi Laurent Gbagbo là, je vais empêcher la proclamation des résultats de la CEI. Et quand je vais empêcher la proclamation des résultats de la CEI, mon ami qui s'appelle Yao Paul Ondré là, je vais lui dire d'aller proclamer les résultats en ma faveur. Et puis maintenant là, on va rester dans le rapport de force. Il dit c'est bon même.
Il dit tout ce que vous faites là, c'est bon. Entre-temps, Soroguium qui a compris que le vent a changé de direction, c'est à partir de ce moment-là que lui et ses proches ont choisi d'aller au Golf Hotel. Mais quand ils étaient au Golf Hotel là-bas, là, Soroguium et ses plus proches collaborateurs, au moment où ils disaient qu'eux sont avec Ouattara, là, le mardi 30 novembre 2010, ils ont créé un nouveau parti qu'ils ont appelé la Force Nouvelle Démocratique. Donc, il y avait affaire dans affaire dans affaire. Soroguium là, il n'était pas avec Ouattara, il n'était pas avec Gbagbo. Et même le jour où Soroguium a dit aux gens de sortir pour aller prendre la RTI là, c'était un piège pour livrer les gens du Golf Hotel. Le jour où Soroguium a dit là, on va sortir pour aller prendre les mains nues pour aller au golf là, c'était un piège. En réalité, Soroguium ne supportait ni Gbagbo, qu'il avait déjà trahi, sachant que Gbagbo ne va plus lui pardonner la trahison, mais il s'est rapproché du camp des victorieux, mais Soroguium était dans un autre coup, et c'est là qu'il a créé le parti qu'il a appelé le FND, c'est-à-dire Force Nouvelle Démocratique. Donc chacun était dans son plan maintenant. Ouattara lui dit j'ai gagné, voilà ça c'est propre. Gbagbo dit je négocie plus, le plan que j'ai fait sur le cas ça a échoué là. C'est pas bon pour moi. Donc là, je vais me baser maintenant sur mes chefs de guerre comme les Doboblé et autres là. Et puis maintenant là, je vais me baser sur le président du Conseil constitutionnel. Et maintenant là, je vais empêcher la proclamation des résultats. Soroguium lui dit, je vais voir jusqu'où ça peut aller. Peut-être que en jouant entre les deux là, ça peut pourrir. Et moi, je vais sortir dans le dos de tout le monde. Donc Soroguium et son clan là, malgré qu'ils étaient au Golf Hotel, ils ont mis tout en place. Ils ont créé le FND. Et ils ont profité dans le même camp pour empoisonner le président Ouattara. Ceux qui se souviennent très bien. Peut-être que beaucoup n'ont pas prêté attention à ça. Leur nouvelle TCI a annoncé une fois que le président a été évacué d'urgence à Paris pour des soins. Le président avait été empoisonné. Alassane Ouattara avait été empoisonné par Soroguium. Là, si Ouattara mourait comme ça, là, ça allait être plus facile pour lui de dire, comme j'ai déjà les armes là, vous les gens du RDR là, RHDP là, mettez-vous derrière moi, on va combattre Gbagbo. Et c'est là que nous allons passer au mercredi 1er décembre 2010. Et quand on arrive à cette date, du 1er décembre 2010 à 19 h, dans la cour de la présidence à Cocody, l'entourage de Laurent Gbagbo arbore des mines refrognées, limite agressive. Ici, l'étranger au carré des fidèles n'est pas le bienvenu. L'Angola a connu 27 ans de guerre civile. Nous, en Côte d'Ivoire, nous n'en avons connu que 8. Nous tiendrons encore 19 ans à lâcher un officier. Donc, quand Laurent Gbagbo a repris maintenant ses miliciens, c'est surexcité comme les Doboblé là. Eux, ils disent maintenant là, comme on ne peut plus compter sur Soro, il nous a trahis. Et comme on ne peut plus compter sur la CEI, donc là, on va compter maintenant sur les fils de l'Ouest. Et ils se sont maintenant repliés, où ils ont bombardé Laurent Gbagbo à Cocody là. Ils se sont retenus dans son palais là-bas maintenant. Ils ont formé le noyau dur maintenant. Dans ce noyau dur là, même les gens comme les Philippe Mangou n'avaient pas accès. Et c'est là, à cette date là, que Blé Goudé a tenté d'assassiner Philippe Mangou. Allez demander à Mangou. Sa dernière conversation qu'il a avec Blé Goudé là. Allez lui demander. Il va vous dire. Donc c'est dans ça maintenant. Ça veut dire que c'est le noyau de dur là, les tribalistes là, les ethnicistes là, que Laurent Gbagbo a pris maintenant pour s'entourer. Et il y a un qui dit que la guerre civile en Angola, qu'ils ont fait 27 ans, que pour nous là on n'a rien fait encore, qu'on a fait que 8 ans, qu'il nous reste 19 ans de guerre civile, qu'on a fait ça encore. C'est un officier tribalisé de Laurent Gbagbo qui disait ça. Le mercredi 1er décembre 2010, quand on arrive à 20 h, il est 20 h quand un visiteur livre enfin à Laurent Gbagbo ce que nul depuis 2 jours n'a eu la volonté de lui dire.
Les chiffres que la CEI s'apprête à rendre publics donnent Laurent Gbagbo battu. Tu as 46%. Et donc, ce qu'il avait entendu dans Ngungun là, et puis il ne voulait pas croire là. Le mercredi 1er décembre 2010 à 20h, il y a un de ces gars sûrs qui est venu lui dire, Président Gbagbo, on est en train de faire tout ça là. Mais vrai là, les résultats que la CEI a là, tu as perdu. Tu as perdu. Tu as eu 46%. Et je vous parle de ces extrémistes. C'est là que maintenant, Damana Picasso rentre en jeu. Armé de pistolets, lui et les autres. Au moment où Bamba Yakuba était en train d'annoncer les résultats, ils sont partis. C'est ce que vous avez vu à la RTI là. Gbagbo accuse le coup, puis se reprend. Et qu'est-ce qu'il dit? Ça ne m'étonne pas. La CEI a toujours été contre moi. Choi et l'ONUSU vont passer le point sur la fraude. Parce que la fraude est du bon côté. Celui de Ouattara. Mais la CEI n'est qu'un outil technique. L'outil juridique, c'est le Conseil constitutionnel. La loi prime. Et la loi, ce sont les Blancs qui l'ont faite. Je ne céderai pas. Puis il décroche son téléphone. Appelez-moi Soro Guillaume. Et donc quand on lui annonce cette nouvelle-là, qu'il a perdu là, il dit, ah, ça, il dit, je ne suis pas étonné. Il dit, mais Youssouf Bakayoko qui est à la tête là, il est PDCI. Youssouf Bakayoko là, c'est lui, son mari, c'est lui qui était le mari de la maman de Nadi. C'est pourquoi j'ai fait chasser Begré Mambé, lui pour le nommer, tout ça là, mais lui aussi il m'a trahi. C'est pas grave. Comme il m'a trahi, c'est pas grave, il y a une deuxième solution. Je sais que l'ONUSI là, eux sont pour le candidat de l'étranger. Donc là, eux vont jamais être du côté de Laurent Gbagbo. C'est la tête de Laurent Gbagbo, c'est lui qui parle comme ça. Donc, la CEI là, c'est un outil pour mettre les résultats ensemble. Mais le Conseil constitutionnel, c'est ce qui est la loi. Et donc moi, Laurent Gbagbo là, je ne vais pas reculer. Et quand il a fini maintenant là, il dit aux gens qui sont autour de lui là, appelez Soro Guillaume au téléphone, je vais lui parler. Et qu'est-ce que Gbagbo dit à Soro? Viens, je t'attends. Et qu'est-ce que Soro lui dit? Mais je suis avec Choi. Gbagbo dit, laisse-le et viens me voir. Donc, Soro a dit, donne-moi un peu de temps, je vais revenir. Prévenu, la garde à l'extérieur fait savoir qu'elle ne le laissera pas approcher. Pas question que Soro Guillaume voie Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo doit réitérer ses ordres. L'entretien qui suit entre Soro Guillaume et Gbagbo est tendu. Les deux hommes parlent des fraudes et Laurent Gbagbo fait savoir qu'il est hors de question à ses yeux que la CEI proclame les résultats avant minuit. Je ne reconnaîtrai pas les résultats proclamés par la CEI. Derrière la porte entrebâillée, des proches de Gbagbo ne perdent pas une minute de la conversation. Et comme s'ils doutaient de la détermination de leur chef, non de la tête dès que Soro Guillaume prend la parole. Donc, quand Soro Guillaume est venu, Gbagbo dit à Soro, les résultats de CEI là, je ne vais pas reconnaître. Je ne vais pas reconnaître les résultats là. Donc là, quand ils étaient en train de faire la conversation, Laurent Gbagbo explique à Soro Guillaume qu'il y a eu des fraudes et que lui ne va pas reconnaître les résultats là. Entre-temps, les partisans de Gbagbo étaient là, ils étaient en train d'écouter. Donc ce n'était plus un secret. Et quand Gbagbo lève la tête là, les gens lui font les signes de la tête pour lui dire, ouais, on ne va pas reconnaître les résultats. Plus tard dans la nuit, de retour à l'hôtel Guillaume Soro,
expliquera que Laurent Gbagbo lui est apparu fatigué et désorienté. Et que dans ces conditions, il n'a pas eu le courage de lui confirmer qu'il avait bel et bien perdu la partie. Les ponts sont coupés, ils ne se verront plus. Et donc c'est de cette façon-là donc que Soro Guillaume, lorsqu'il quitte Gbagbo et qu'il revient à l'hôtel du Golfe, il explique maintenant au camp du président Ouattara que Laurent Gbagbo est désorienté, qu'il est fatigué. Et c'est là, c'est la dernière fois qu'ils vont se voir, le mercredi 1er décembre, en 2010. Et après ça, ils ne vont plus se voir, puisque Laurent Gbagbo se fera arrêter. Mais qu'est-ce qui se passe le jeudi 2 décembre 2010, à partir de 14 h? Le délai imparti à la Commission électorale indépendante pour annoncer les résultats étant théoriquement expiré depuis la veille, une course de vitesse s'est engagée entre les deux camps. Donc Laurent Gbagbo et son clan, qui sont allés barricader la RTI avec les miliciens les plus tribalisés, pour empêcher, et vous avez vu ce que Damana Picasse a fait, pour empêcher que les résultats soient proclamés, à partir du jeudi 2 décembre 2010, vu que théoriquement, la date pour proclamer les résultats a expiré depuis la veille, Laurent Gbagbo et son camp sortent pour mentir aux gens que non, comme le camp, la CEI a été incapable d'annoncer les résultats. Donc, eux vont dire à Yao Paul Ondré, qui est le président de la Cour constitutionnelle, de proclamer les résultats. Mais il y avait aussi la pression dans le camp du docteur président Ouattara. Il y avait la pression aussi dans leur camp. Parce que si l'organe technique et la CEI n'a pas annoncé les résultats, c'est pas bon. Et qu'est-ce que le président Ouattara fait? Le président Ouattara appelle le représentant spécial de l'ONU qui s'appelle Choi Yong-jin. Il lui dit, est-ce que c'est pas mieux que vous, votre hôtel Sebroco là, on n'a qu'à aller annoncer les résultats là-bas. Votre hôtel Sebroco où l'ONU est à Abidjan là, est-ce que c'est pas mieux, vous allez prendre le président de la CEI, Youssouf Bakayoko, pour qu'il n'a qu'à annoncer les résultats provisoires dans votre hôtel Sebroco là. Yoy Jean Choi répond au président Ouattara, non, pas chez moi. Ce ne serait pas opportun. Ce sera donc au Golf Hotel. Pas le meilleur endroit symboliquement et politiquement, mais tout de même en territoire ivoirien. Choi explique à Alassane Ouattara que l'hôtel Sebroco que tu vois là, c'est une représentation internationale. Si on annonce ça, c'est comme si on n'a pas annoncé les résultats des élections de Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. Donc là, on ne va pas utiliser les locaux de l'ONU pour annoncer les résultats. Mais on va faire ça où? J'ai dit, mais il faut faire ça chez toi, mais au Golf Hotel là-bas. Parce que le Golf Hotel est un territoire de l'État de Côte d'Ivoire. Même si ce n'est pas le meilleur endroit, que ce soit en termes de symbolique et que ce soit même politiquement. Mais la réalité est que tu as gagné les élections. La réalité est que Laurent Gbagbo a tout mis en place pour empêcher. On a vu Laurent Gbagbo mettre des miliciens à la RTI pour empêcher. On a vu des miliciens comme les Damana Picasse arracher, empêcher que les résultats soient proclamés. Donc à partir de ce moment, tu n'as plus le choix. Mais tu ne peux pas le faire à l'hôtel Sebroco. Il faut le faire à l'hôtel du Golfe. Voilà comment les résultats ont été annoncés à partir de l'hôtel du Golfe. Sur la base que, tout de même, l'hôtel du Golfe est un territoire ivoirien. En début de soirée, on apprend que le Conseil constitutionnel va proclamer ses propres résultats le lendemain.
Ouattara a un émissaire. Dit à Gbagbo que s'il revient à la raison, il ne lui arrivera rien. Je le protégerai jusqu'au bout. Et au moment où Yonjin Chol a dit au président Ouattara, il faut annoncer ça. Il y a un message qui est lancé sur la RTI que le vendredi 3 décembre 2010, que eux ils vont annoncer les résultats. Mais que c'est le Conseil constitutionnel, Yao Paul Ndré, qui va proclamer ses propres résultats. Le vendredi 3 décembre 2010. Donc, quand le président Ouattara entend parler de cela, il envoie quelqu'un. Ceux que je vous ai dit qui sont les Yuruku dans les deux camps là. Il prend un, il lui dit, faut aller dire à Laurent Gbagbo, il a perdu la partie. C'est pas bon pour lui. Il est en train de s'amuser avec quelque chose qui va lui coûter toutes ses plumes. Ce qui est mieux pour lui là, il n'a qu'à revenir à la raison. S'il revient à la raison là, je m'engage à ce que rien de mal ne lui arrive. Je m'engage à le protéger jusqu'au bout. Autre pensionnaire prestigieux du Golfe, Henri Konan Bédié, est lui beaucoup plus tranchant. Gbagbo est devenu fou. Il ne tiendra pas. Dans quelques jours, l'armée et l'ONUSU vont le balayer. L'armée, plus tard dans la soirée, Laurent Gbagbo confie à un visiteur: je sais que Soro et ses rebelles préparent une offensive pour prendre Yamoussoukro et descendre sur San Pedro. Ils comptent sur des divisions au sein des forces de défense et de sécurité. Mais je n'ai aucune crainte. L'armée et moi, nous allons sceller un pacte. Le reste, qu'ils prennent le nord, on peut bien vivre sans le nord. Donc, quand Alassane Ouattara a envoyé ce message pour dire si Gbagbo reconnaît sa défaite, lui va le protéger, qu'est-ce que Bédié répond? Que toi tu es en train de perdre ton temps. Gbagbo là, c'est un fou. Il est devenu fou. Que de toute façon là, les carottes sont déjà cuites pour lui. Il ne peut même pas s'en sortir. Donc dans quelques jours là, l'armée puis l'ONUSU vont le battre correctement et puis ça va finir. Les mêmes papatos qui sont là-bas ont entendu ça. Ils sont allés dire à Gbagbo. C'est là maintenant Gbagbo dit, ah, comme c'est devenu comme ça. Donc Soro, avec ces rebelles là, ils vont même leur dire qu'ils sont en train de s'apprêter à faire ce qu'on appelait à l'époque le téléchargement. C'est-à-dire, ils vont prendre les villes avec une rapidité spectaculaire. Mais à la vérité, c'était pas seulement l'arme militaire des rebelles. Hein. Ils ont eu aussi l'appui de l'ONUSI. Et donc, avec une rapidité spectaculaire, là, effectivement, les gens n'avaient pas dit toute la vérité à Gbagbo. Parce que Gbagbo, c'est que les gens qui font Yuruku lui avaient dit là, ceux qui sont entre les deux camps là, les rapporteurs là, ce qu'ils lui avaient dit là, que non, que les rebelles s'apprêtent à prendre Yamoussoukro et puis San Pedro. Mais en un temps record, les rebelles ont pris tout le pays à part Abidjan. Donc Laurent Gbagbo se dit, je vais regarder au sein de l'armée là, les plus radicaux comme les Dobo Blé, ceux mêmes qui sont des extrémistes qui ne veulent pas reculer là. Donc maintenant, Laurent Gbagbo là, va mettre son va-tout sur ces personnes. Et qu'est-ce qu'il dit? Si j'arrive à gagner cette guerre, lui Laurent Gbagbo arrive à gagner cette guerre là, il va repousser les rebelles là jusqu'à dans le nord. Et quand il va les repousser jusqu'à dans le nord là, il dit, la Côte d'Ivoire peut bien vivre sans le nord de la Côte d'Ivoire. Et il le dit bien, pour le reste, qu'ils prennent le nord, on peut vivre sans. Mais revenons encore au 3 décembre 2010. Au cœur de la nuit, au palais de Cocody, l'atmosphère est à la mobilisation et au recueillement. Des exhortations s'échappent des petits groupes de prières réunis ça et là. Dieu protège la Côte d'Ivoire, les Bibles et le fusil. Laurent Gbagbo, dont l'entretien téléphonique avec Nicolas Sarkozy s'est très mal passé, reçoit l'ambassadeur Jean-Marc Simon. Sarkozy est Chirac II. Tonne Laurent Gbagbo. Vous devez savoir que dans le droit ivoirien, c'est le Conseil constitutionnel qui prime. Le droit, c'est vous qui l'avez inventé, n'est-ce pas? Même s'il se dira plus tard impressionné par l'extrême résolution de son interlocuteur, l'ambassadeur Simon se montre ferme.
pas de violence, pas de sang versé. Aucun Français ne doit être touché, répète-t-il. Et donc, dans la nuit du vendredi 3 décembre 2010, quand Gbagbo, ce qui avait été annoncé le 2 décembre, effectivement, pour dire qu'ils vont annoncer les résultats le 3, effectivement, il est sorti le 3 décembre, le vendredi 3 décembre 2010, à la télévision RTI, et Yao Paul Ndré venait annoncer les résultats en éliminant 7 régions électorales. Et après avoir éliminé ça, il a proclamé Laurent Gbagbo vainqueur. Mais c'est là les Français disent, c'est Sarkozy qui était le président. Il dit, mais les faits sont là, c'est Alassane Ouattara qui a gagné, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là maintenant Sarkozy dit maintenant à son ambassadeur qui était à Abidjan là, il s'appelle Jean-Marc Simon. Il dit, faut aller voir Gbagbo là, tu lui dis mes 4 vérités. Donc, quand Jean-Marc Simon allait voir Gbagbo, toujours en bon roublard, qu'est-ce que Gbagbo dit? Non, tu sais, Sarkozy, je pensais que Chirac même était pire, mais Sarkozy même lui est 2 fois pire que Chirac, mais de toute façon là, est-ce que la loi là, c'est pas vous-même les Blancs qui avez créé la loi? Maintenant là, le Conseil constitutionnel là, eux ce sont eux qui sont les représentants de la loi, non? Donc là, ça veut dire que ce qu'eux ils font là, c'est mieux que la CEI. Ça veut dire, ils voulaient emberlificoter, ils voulaient obombrer, ils voulaient matagraboliser l'ambassadeur français pour le retourner contre Sarkozy. Là, comme ça, il va le mélanger dans ses trucs. C'est là l'ambassadeur français lui a dit, toi, là, on te connaît. Toi, Laurent Gbagbo, là, tout le monde sait que tu es un roublard. Faut arrêter ce jeu-là avec moi. Ce que tu fais là, ça ne m'impressionne pas. Tu penses que tu peux m'impressionner, mais tu te trompes. L'ambassadeur français se montre ferme. Il dit, Sarkozy m'a dit de venir te dire que tu as perdu, il faut quitter le pouvoir là. Tu ne vas te limer correctement. Ça fait 1. Il dit après là, deuxième chose qu'il dit de te dire là, que ce que tu nous avais fait en 2004 là, quand tu avais attaqué les Français ou autres là, qu'il dit de te dire que cette fois-ci là, même si brindis de balai et gratis un Français là, qui va couper ta queue. Il dit de dire ça pour ajouter dessus. Laurent Gbagbo dit, hein? Ah, il dit c'est ça. Il dit de te dire ça. Pas de violence, virgule. Pas de sang, virgule. Aucun Français ne doit être touché. Répète, l'ambassadeur Jean-Marc Simon. Ce que tu as fait en 2004 là, et puis Chirac t'a laissé là. Si tu tentes ça avec moi, en tout cas c'est mon patron Sarkozy qui m'a dit de te dire, hein, si tu tentes ça avec Sarkozy là, il dit il va couper mal ta queue à la racine même. Sans anesthésie. Le message a été ferme. Depuis le milieu de l'après-midi, Laurent Gbagbo a brûlé ses vaisseaux. Le Conseil constitutionnel a déclaré élu sans même tenir compte de l'article 64 du Code électoral ivoirien révisé en 2008 qui prévoit que, au cas où le Conseil constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d'ensemble, il doit prononcer l'annulation de l'élection présidentielle. Et donc, dans la journée du 3, Gbagbo, il s'est fait déclarer vainqueur par Yao Paul Ndré. Mais là encore, il a fait une grosse faute. Parce que l'article 64 du Code électoral dit, même les arguments que Laurent Gbagbo utilise pour dire qu'il y a eu une fraude, il y a eu tant là, que si tu es sûr qu'il y a eu des fraudes là, et que ces fraudes là, ça a permis d'influencer le vote pour qu'un camp ait perdu. Ce que tu peux faire là, c'est qu'on peut annuler l'élection sur tout le pays. Et on prend 45 jours pour réorganiser de nouvelles élections. Ça veut dire lui-même la propre constitution, même là où le terrain où vous voulez jouer, le terrain du droit là, il ne pouvait pas annuler les 7 régions. Puisque si ces 7 régions, il y a eu des tricheries, et que c'est à cause de ces tricheries, lui, il a perdu là. Donc, ça veut dire que les tricheries ont influencé et ont affecté les résultats d'ensemble. L'article 64 du Code électoral ivoirien, révisé en 2008, dit quand on constate un tel fait, qu'est-ce qu'on fait? Le président de la Cour ou du Conseil constitutionnel vient, il s'assoit, il dit bon, élection ça là, comme il y a eu tricherie dans cette région du Nord, et à cause de cette tricherie, Gbagbo n'a pas gagné là.
Donc là, élection même là, on reprend tout. Et comment on reprend? On reprend des nouvelles élections au plus tard dans 45 jours à compter de la date de la décision. Le jour où il a été constaté qu'il y a eu des fraudes et que cela a impacté négativement sur un camp, quand tu décides que tu annules l'élection, donc tu as jusqu'à 45 jours pour pouvoir faire une nouvelle élection. Et donc même le terrain sur là où vous voulez jouer, il n'était même pas encore dans son droit. Et quand les gens lui disent, mais Laurent Gbagbo, tu as déconné, hein? Ça là, ça va pas t'arranger, hein? Qu'est-ce qu'il dit aux gens? Que non, lui n'est pas venu pour faire le prix Nobel de la soumission. Cette nuit-là, Seplou est le seul et il est seul dans son bureau. Un maître d'hôtel lui apporte un verre d'eau et un sandwich jambon beurre. Sa large chemise pâté-eau flotte un peu. Il est fatigué, amaigri, mais ses yeux s'animent d'une étrange lumière quand il se lance devant un proche qu'on vient d'introduire dans un long monologue. Eh bien quoi? Pourquoi céder? Pourquoi partir? Pourquoi on me décerne le prix Nobel de la soumission? Pourquoi on me cite un exemple devant les écoliers de la France et que l'on dise, voilà la preuve que la démocratie française, ça marche jusqu'au fin fond de l'Afrique? Eh bien non. Cette élection démontre que la démocratie ici en Côte d'Ivoire, ça ne marche pas encore. Où est le vote moderne quand l'imam donne des consignes à la mosquée et que tous ses fidèles le suivent comme un seul homme? Où est la démocratie quand tout le monde triche? La Côte d'Ivoire est en phase d'apprentissage démocratique. Et c'est moi, Laurent Gbagbo, de guider la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que la leçon soit apprise. Alors, bien sûr, on va me condamner. Les Américains, les Français vont tous me condamner. Mais je ne suis pas Israël. Je ne suis pas Moubarak. Je ne suis pas Karzai. Je suis qu'un Africain. Mais je résisterai. J'ai le cuir épais. Bédier s'est couché. Moi, je ne laisserai jamais Alassane Ouattara diriger la Côte d'Ivoire. S'il veut mon fauteuil, il faudra d'abord qu'il me passe sur mon corps. Dehors, les crapauds buffles qui hantent les rives glauques de la lagune ébriée coassent à l'unisson. La messe est dite. Donc Laurent Gbagbo, quand il a vu que sa roubladise, les manipulations, les deals bizarres qu'il avait signés de Soroguium, avec tout a échoué. Maintenant, il était face à son destin. Et c'est là l'individu maintenant, il devient un philosophe improvisé. Il se transforme lui-même maintenant en maître de la démocratie. Et il devient maintenant le paragon de la vertu. Et que lui là, c'est lui seul qui peut donner la démocratie à la Côte d'Ivoire. Alors que lui-même est un incapable, un tricheur, quelqu'un qui n'a jamais gagné d'élection en Côte d'Ivoire, un violent, un sanguinaire, un homme sans bordure et un homme sans carapace morale qui n'a fait que tirer la Côte d'Ivoire vers le bas. Et il dit que lui va rester et que lui va être coco des Français. Que c'est pas sur lui les Français vont regarder pour dire voilà celui à qui on l'a limé avec élection et puis maintenant voilà exemple qui est en face de vous, que lui va pas accepter ça. Mais en tout cas les Blancs ne l'ont pas loupé quand ils ont commencé à le bombarder dans son vilain palais là-bas et jusqu'à ce qu'il sera capturé. Et quand il sera capturé, ça pouvait nous dire aux gens ne me tuez pas. Quelle honte et quelle humiliation, quel déshonneur. Et c'est ce même Laurent Gbagbo qu'on retrouve aujourd'hui encore, venir dire aujourd'hui, en ce 29 novembre 2025, que lui ne reconnaît pas Alassane Ouattara. Toi, un homme comme ça, là, qui veut que, toi-même là, si toi tu reconnais quelqu'un là, c'est que c'est la malédiction pour la personne. Si quelqu'un même là, attend que c'est toi Laurent Gbagbo là, qui doit le reconnaître là, c'est que la personne même là, c'est dans la source de la malédiction qu'elle s'en va chercher son bonheur. Comme si tu étais quelqu'un. Toi-même, tu ne reconnais même pas ta propre vie. Tu ne sais même pas ce que tu as pu faire pour les Ivoiriens. Toi, comme ça, là, un incapable comme ça, là. Toi, tu penses que c'est toi, Alassane Ouattara va attendre pour que toi, tu reconnaisses son 4e mandat.
Quelqu'un qui se respecte pas comme toi, comme ça, là. C'est pas ce que tu allais dire aujourd'hui, là. On t'attend. Prison, odeur de prison, ça est derrière toi. Tu n'as même pas honte. Quand on la trappe, là. Dites à Ouattara, faut pas une me tuer. Tu penses que tout le monde a l'âme des criminels que toi, tu traînes? Mais t'as attrapé, là. Tu vas devenir jouet. Tu vas devenir jouet dans la main des enfants ici. C'est le début qu'elle est là comme ça. Tu n'as rien vu encore. Tu as été vitrifié. Comme une bête de foire. Comme un singe dans un zoo. Et puis, ils t'ont vitrifié pour te faire promener dans le monde avant de venir. Actuellement, tu es en train de mettre ta vie de dessin animé. Et ça ne te fait pas honte. Mais ce n'est que le début. Ça n'a même pas encore commencé. La malédiction des parents des gens que tu as tués là. Tu vas mal finir, très mal finir d'une manière que tu n'espères pas. Si les gens ne te disent pas là, nous on va te dire ça. Ce n'est que le début.